Jean-Louis Borloo, à la tête de l'Union des démocrates et indépendants, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir, Jean-Louis Bonsoir à Borloo. vous. Et merci d'être avec nous. Bienvenue dans le studio de Public Sénat, en partenariat avec l'agence France Presse et puis l'application TV Check d'Orange, qui permet aux téléspectateurs de réagir et de poser directement leurs questions durant cette émission. Tout à l'heure, Pierre Rocchi-Chielli de l'agence France Presse, puis Perrine Tarnot de Public Sénat nous rejoindront pour vous interroger sur bien sûr les ambitions bien sûr de votre force centriste et puis sur les vôtres propres, Jean-Louis Borloo. On pense à 2014, les municipales, tiens, à Paris, et puis 2017, la présidentielle. Mais on va d'abord évoquer ensemble, si vous le voulez bien. Vous êtes taquin. Vous êtes taquin. Non, mais c'est la réalité. Je vous donne le calendrier politique des années qui viennent et vous l'avez en tête comme moi. On évoque d'abord les difficultés du gouvernement dont vous avez dénoncé l'amateurisme. Jean-Marc Ayrault vient de procéder à un recadrage général. Est-ce que vous allez donc cesser de céder à ce qu'Édouard Balladur appelle la mode anti-héros? Non, il n'y a pas de mode anti-héros. Nous avons un chef de gouvernement, le pauvre, qui est prisonnier d'une impréparation incroyable de l'alternance. Enfin, moi, honnêtement, je pensais qu'ils étaient prêts, qu'ils savaient exactement, qu'ils avaient une vision sociale, la compétitivité, la désindustrialisation du pays. Enfin, bon, je dois dire que je suis assez stupéfait. En réalité, la préparation, ça a été d'affiner l'anti-sarkozysme, ça s'est résumé à peu près à ça. L'UMP, d'ailleurs, fait aujourd'hui de l'anti-PS à bon compte. Et donc, la question, c'est le cap. Franchement, prenez cet exemple assez simple, on peut prendre 3-4. L'Europe, voilà, il y a un traité, on ne fait pas croire qu'on va renégocier tout seul un traité à 27, c'est grotesque. Il a été voté. Alors, non mais c'est quand même très embêtant que ce soit le chef du gouvernement qui raconte qu'il y a une espèce de pacte de croissance qui existe nulle part. Bon, c'est juste, voilà, ça s'assume. On est chef du gouvernement. Chef du gouvernement. C'est un problème d'autorité. Non, c'est un problème de leadership et de vision. Après, on a un texte sur le logement qui est ni fait ni à faire. On dit en gros que ce soit les communes qui construisent le logement social, elles n'ont pas l'argent, c'est pas dans leurs compétences, c'est aux bailleurs sociaux de construire ou à l'État. Enfin, c'est pas. On nous publie ensuite un texte sur le gouvernement.fr. 900 terrains de l'État à vendre, c'est la grande mesure. Ils sont tous déjà vendus, ou quasiment. Enfin, on nous dit compétitivité. Oui, non, mais de cap. L'impression que ça godit au gré des unes de la presse. Mais Jean-Marc Ayrault compétitivité. On est dans une situation qu'aucun gouvernement n'a jamais connue. Oui, c'est à la fois vrai et totalement faux. Enfin, tous les gouvernements sont toujours dans cette situation-là. La compétitivité. Tout d'un coup, ils découvrent qu'il y a un problème de coût du travail. On nous l'explique, le président vient à la télévision, le Premier ministre, on voit que M. Gallois va faire un rapport, on connaît tous les conclusions. Il faut évidemment augmenter la TVA pour taxer les importations et un petit peu de CSG. Et réduire le coût du travail. Pour réduire le coût du travail. Du problème, dit le Premier ministre. Oui, mais sauf qu'ils nous ont dit qu'ils avaient pris enfin conscience de ça. Ils planquent le rapport Gallois en réalité. C'est ça ce qui se passe. Il n'est pas sorti encore. Non, mais on sait ce qu'il y a dedans. On le connaîtra. Non, mais on connaît exactement. Julie Gallois, grand capitaine d'industrie, va parler du coût du travail, forcément. Évidemment, voilà, et oui, de la TVA, mais tout le monde le sait. Bon. Donc, il est enterré avant même d'être sorti. Alors, on va prendre la partie qui va être la partie des phrases. Les filières, les crédits impôts recherche, l'innovation, enfin. Alors qu'on sait qu'on a un problème de coût du travail majeur. On sait que la France, c'est sur la fiche de paye qu'est financée la formation, le logement, la politique familiale, la solidarité. Ben, c'est invraisemblable, on le sait. Bon. Ben, vous le saviez aussi, vous. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? En juillet, on décide d'annuler la TVA qui touche les importations pour augmenter les charges des entreprises. On a 3 millions de chômage. On avait 3 millions de chômeurs. Et donc, on a un problème de cap général. Alors, du coup, vous savez, l'autorité, c'est le leadership qui emmène sur un cap. C'est pas juste taper cette histoire de Vincent Peillon. Moi, je demande pas sa démission. Enfin, d'abord, c'est à sa conscience de savoir ce qu'il a à faire. Et s'il a à s'excuser, c'est pas auprès du Premier ministre, c'est auprès de tous ceux qui sont tous les jours confrontés à ça.
Les parents qui savent pas comment prendre ce problème. C'est les éducateurs spécialisés, les médecins le débat est légitime qui gèrent sur le la sauvage. dépénalisation, Mais qui on ne ne veut pas lance dire pas. autorisation. Mais attendez, monsieur, on n'est pas dans la société qui lance n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, de n'importe quel statut. Voilà. Pour l'instant, le ministre de l'Éducation, il est chargé d'éduquer, d'apprendre à lire, à écrire à nos enfants. Et croyez-moi, il y a assez de boulot. Bon. Et donc tout ça, indépendant du fait que le président avait tranché, l'alternance, ça sert un peu à ça. Voilà, on n'a pas. Mais c'est lui avec sa conscience. C'est pas à l'opposition de demander la démission sur un sujet comme ça du ministre de l'Éducation nationale. J'ai noté qu'un de vos amis, M. Lagarde, centriste, dit que lui, il est par exemple pour l'expérimentation des coffee shops et il salue le courage de Vincent Payon qui a osé ouvrir le débat. Vous n'êtes pas sur la même ligne que votre ami, député maire de Drancy. Non mais essayez pas. Vous êtes toujours très très mignon. C'est un sujet dont on a débattu dans ma ville il y a très très longtemps, qu'on a mis des systèmes de récupération de seringues, voilà, pilotés par la ville. On a des organisations. Non mais attendez. Non mais d'une manière générale, on a tous évidemment des mains tendues, expérimentales, intelligentes, évidemment. Moi, j'ai mis en place des tunnels éducatifs pour les gamins. Je vous garantis, quand vous rentrez, vous faites ça et vous sortez de là. Si vous avez encore envie, c'est que vous êtes un peu spèce. Bon. Donc, il faut évidemment pas avoir une politique stricte. Mais simplement, il y a ceux qui sont au front de la drogue et c'est à eux que le ministre a plutôt des excuses. Le problème du quoi gouvernemental me paraît secondaire. D'accord. Est-ce que vous êtes acquis à l'idée qu'il faudrait envisager des élections anticipées? Certains l'évoquent. Non, mais on peut penser que le Premier ministre... On a le sentiment finalement que le président a plus grand-chose à dire sur le cas, parce que si même il abandonne là la compétitivité, l'industrialisation du pays ou sa réindustrialisation, je ne vois pas très très bien quelle est sa vision à son cap. Et donc finalement, peut-être se dit-il que ça serait plus commode de ne pas avoir à gérer la majorité, mais simplement l'Élysée. Mais ça lui appartient, c'est le seul décideur de ce genre de situation. Est-ce que certains s'en sortent mieux que d'autres au sein du gouvernement, Moi, je n'ai pas à donner des mauvais... Non, mais si je vous donne des noms, ou un nom, Manuel Valls. Non, mais je vais vous dire, Le Drian fait apparemment bien son boulot à la défense. Non, mais ils le savent tous. Hein. Bon, Le Drian fait bien son boulot, Valls fait bien son boulot à l'intérieur. Enfin, que je sache, c'est pas parce qu'il est à la mode qu'il fait bien son boulot. Vincent Payon était à la mode hier. Il y avait d'ailleurs des articles qu'il présentait comme successeur possible déjà de Jean-Marc Ayrault. Comme quoi, il faut vraiment que vous écriviez tous les jours. Enfin, vous parliez tous les jours, c'est votre boulot. Non, mais je ressens, parce que Évry, parce que voilà, il y a une espèce de vérité, de difficulté de terrain qui fait que, de même que Le Drian, je vois bien se préparer, parce que la Marine nationale et donc l'ensemble de la défense, c'est un sujet qui le passionne, qui l'aime. Il y a des arsenals dans sa région, voilà. Mais sinon, le reste, je dois dire que c'est un peu... J'attends vraiment de voir. Hein. D'accord. Et à propos du Premier ministre, il y a effectivement beaucoup de critiques qui pleuvent sur lui, y compris dans son camp d'ailleurs. Et Édouard Balladur a rappelé que c'était un homme respectable. Évidemment qu'il est respectable. Mais attendez, il ne me manquerait plus que le chef du gouvernement soit considéré comme quelqu'un de pas respectable. D'abord, il l'est en lui-même, il l'est par sa fonction. Il n'est pas à l'abri des critiques, c'est une autre question. Ce qui me paraît le plus embêtant, très franchement, c'est pas tout ce qu'on dit, l'autorité, le charisme, parce que d'une certaine manière, c'est la prime à ceux qui font des couacs. C'est lui qui a pas... Non, mais... Donc c'est pas bien, ça. C'est quoi, alors? Non, ce qui m'ennuie plus, c'est le cap. Le cap et l'impréparation. Oui, vraiment. Le cap. Il n'était pas prêt à gouverner à gauche. L'ensemble. Puis on voit bien d'ailleurs. Puis en plus ce cartel, c'est un cap. Vous avez les membres du gouvernement sans soutien et vous avez les autres qui soutiennent sans participer au gouvernement. C'est quand même un truc assez étrange. Hein. Je parle du front de gauche. Qui soutient sans participer, les Verts, là, ils participent totalement. Le front de gauche, ils ne soutiennent pas vraiment. Si, ils soutiennent, ils ont appelé à voter Hollande, ils sont dans la majorité. Pas depuis, ils se revendiquent, mais en tout cas, ils ne participent pas. Donc tout ça. Et un PS qui est complètement fracturé sur les principaux sujets, entre ceux qui sont encore à confondre les riches et les entreprises. Là, si vous voulez, au fond, quelle est la faute majeure en ce moment? Qu'est-ce qui, dans 10 ans, restera un gouvernement qui n'a pas compris que la facilité qui consiste à dénoncer l'entrepreneur ou le capitalisme familial dans des crises industrielles, ça c'est une faute. Vous savez, moi je viens d'une région qui avait 26% de chômage. Qui nous a sauvés? Les Japonais.
Toyota. Ouais. Vous pensez que je savais combien gagnait le président de Toyota? Moi, je m'en foutais complètement. Mercedes. Ouais. Le président de Mercedes, il gagne bien sa vie. Le Canadien Bombardier, l'Espagnol c'est le Modeste. Un grand pays, c'est un pays, on dit venez chez nous, la bienvenue. Et puis ceux qui réussissent, bravo, Mais continuez. le Premier ministre... Et là, on a une espèce d'ambiance qui consiste à dire, attendez, vous n'êtes pas les bienvenus. Puis alors ceux qui vont bien ici, si vous pouvez vous barrer, en plus c'est mieux, on aura la paix. Mais le Premier ministre n'arrête pas de parler... C'est un divorce très grave et très profond. D'accord. Le Premier ministre, il parle toujours de la défense des entreprises aujourd'hui. Il dit qu'il veut mettre le paquet sur l'innovation, s'il parle moins du coût du travail. Et le gouvernement lance la Banque publique d'investissement, un guichet unique pour les entrepreneurs. C'est une bonne idée, ça, ou pas? Mais c'est préhistorique. Mais je vous le dis, ça fait partie, tu sais, de la fausse bonne idée qui se balade. De quoi s'agit-il? Il s'agit de prendre deux trucs qui n'existent pas. Un qui finance l'actionnariat et l'autre qui finance les entreprises. Et on va dire, on va faire un truc, on va les mélanger. Ah, génial! Génial, conflit d'intérêts total, prise d'otage complète, parce que vous êtes actionnaire, mais vous êtes aussi prêteur, donc ça ne va pas. En plus, il y aura du chantage politique. C'est une erreur. Il faut évidemment qu'il y ait un financement long terme pour les entreprises en 40 région. 40 milliards, on dit, là. Non, il faudrait... Mais ça existe déjà. Ça existe déjà. Il n'y a pas un euro de plus et il y a un risque de confusion grave. Ça va être le nouveau Crédit Lyonnais. Voilà. Ah bon? Et oui, forcément. La BPI, le nouveau Crédit Lyonnais. Il y a un risque. À partir... écoutez, il faut dire tout de suite à Anne Laubergeon de ne pas s'accepter le job. Eh bien, écoutez... Qu'en dites-vous de ce choix éventuel? Oui, c'est pas un choix jusqu'à présent, c'est une rumeur bien orchestrée, que je sache. Donc, je reviens sur le fond. Oui. On ne peut pas dire on sépare les banques d'affaires et les banques de dépôt, et dans ce circuit-là, il y a déjà une banque d'affaires et déjà une banque de dépôt, je résume, et dire là on va fusionner. C'est un conflit d'intérêts majeur auquel seront soumis les administrateurs de la BPI. Donc j'imagine qu'ils vont y réfléchir. Je souhaite que Jean-Pierre Jouyet et tous ces gens qui sont absolument remarquables fassent une proposition intelligente, mais pas de confusion, juste pour faire croire qu'on a honoré une promesse de campagne. Bon, vous avez mangé du lion, hein? Non, pas du tout. J'avais une angine et je me suis levé pour vous. Voyez. Deux petites questions rapides. Les 3% de déficit, qui sont un objectif impératif, a rappelé le Premier ministre, est-ce qu'il sera tenu selon vous, oui ou non? J'en sais rien parce que, comme ils sont dans un cycle complètement récessif, ils ont décidé de jouer l'austérité, quitte à ce qu'on rentre en récession. Ouais, enfin, François Fillon avait montré le chemin. Ils ont arrêté. Non, je parle de impôts. l'austérité. C'est-à-dire, on arrête les services à la personne, qui est quand même le premier secteur créateur d'emplois de France. On arrête, ou quasiment on réduit les crédits d'impôt pour l'efficacité énergétique des bâtiments, on réduit les échos prêts à taux zéro, il y a plus près d'1,9 milliard à 1,9% de la caisse des dépôts pour ça, on les arrête 3%, on y le arrivera. canal Seine-Nord, mais j'en sais rien. Mais Grand ils sont en chantier train, qui vous est cher, mais évidemment, mais qui n'a plus de financement. mais On non, se qui est tourne vers l'Europe. totalement financé. C'est là où le bricolage devient quasi invraisemblable. Vous savez par qui s'est payé un projet comme ça de 5 milliards qui va créer 40-50 000 emplois de logistique en France? Par qui c'est payé? On avait parlé de l'entreprise Bouygues qui s'est Non, dégagée. L'Europe, on lui demande plus d'argent. Mais monsieur Grossiot, Oui, vous êtes monsieur gentil, Borloo. c'est moi qui ai signé le contrat. Oui, bien sûr. Bon, Je donc sais que connais c'est un tout petit un peu. chantier qui vous est très cher. Non, mais à la France qui est très cher. Bien sûr. C'est l'utilisateur qui paye la moitié. Oui. C'est les péniches qui payent Et la les moitié. investissements, il faut bien les financer. Par les péages des péniches, ça fait comme ça. Le reste, c'est les régions, le premier financeur, qui ont signé. Bon, en tous les cas, une petite... Vous le voyez dans votre région, il y a une mobilisation de droite comme de gauche, des élus pour sauver ce grand projet, ce grand chantier du canal. Comme les autoroutes ferroviaires, comme le tramway, comme le Grand Paris. J'avais encore une petite question. Donc les 3%, je vais vous dire, ils sont en train de faire une politique de stricte austérité comptable et ils tournent le dos à la croissance. Donc à quel moment ça, c'est vrai, se croiser? À quel moment on passe à moins de 0%, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Là, il y a un vrai danger récessif. Je voulais vous poser une question sur le mariage gay qui a été confirmé. Je ne sais pas s'il a été confirmé. Si, vous le soutenez, le Premier ministre l'a dit, il y aura l'adoption, le mariage des personnes de même sexe, mais il dit non à la procréation médicalement assistée. Est-ce que vous réclamez la PMA pour les couples gays ou pas? Écoutez, prenons déjà ce qui existe. Prenons ça, d'accord. Moi, je le soutiens. D'ailleurs, nous ne sommes pas unis à l'UDI sur ce point. Oui. Bon. Mais donc, voilà, c'est clair, on le sait, il n'y a pas de débat. Moi, j'y suis favorable. Alors, j'avais envie de vous dire que vous aviez choisi d'être un opposant constructif. Absolument. Là, vous êtes quand même très offensif, très Jean-Louis Borloo. constructif Vous avez voté les emplois d'avenir pour La semaine dernière, le même jour, on a voté 3 textes. Quand même, 3 textes. 3. Oui. La vie chère en Outre-mer, Oui. les emplois d'avenir et le traité. Et le traité, évidemment. Ah, bah alors l'opposition, elle, dit
L'UMP dit, elle, être dans une opposition beaucoup plus frontale, en tous les cas, particulièrement Jean-François Copé. Vous ne vous prononcez pas, Jean-Luc Borloo, sur cette compétition pour la présidence de l'UMP, mais le rival de François Fillon pousse déjà vers vous, semble-t-il, certains élus UMP au Sénat. Alors avant, oui, vous allez voir tout de suite, avant d'accueillir Pierre Roquiquelli de l'AFP, l'enquête de François Goulin sur votre force d'attraction au centre. Alors, t'es devenu centriste? C'est la nouvelle blague qui circule dans les rangs des sénateurs UMP. Plusieurs d'entre eux sont en négociation avec l'UDI, le nouveau parti de Jean-Louis Borloo, et ils menacent, si Jean-François Copé gagne la présidence du parti, on part au centre. La droitisation du discours à l'UMP déplaît au sein de ces humanistes, et les idées de l'ancien ministre de l'écologie font mouche. En tant que centriste de l'UMP, je me sens souvent très proche de positions prises par Jean-Louis Borloo. Toute la question, c'est la capacité de l'UMP à garder cette diversité en son sein et à permettre le débat. La question est ouverte. Cette stratégie de débauchage, l'UDI l'assume parfaitement. Elle récolte simplement les fruits de la guerre Fillon-Copé. Je pense que nous avons d'immenses marges de progression. Ce qu'il faut, c'est démontrer que le rassemblement est effectif. Il leur reste à sortir de ce déchirement. S'ils viennent chez nous, ils seront les bienvenus. D'autant que la voie est libre au centre de l'échiquier politique. François Bayrou est plus seul que jamais. Les cadres du MoDem ont rejoint Jean-Louis Borloo. Le leadership a changé de main. Je n'ai pas tourné kazakh, je suis toujours membre du MoDem. Ça peut paraître paradoxal. En réalité, c'est la même famille. Je crois qu'aujourd'hui, Jean-Louis Borloo rassemble. On est tous autour de Jean-Louis Borloo, mais je pense que François Bayrou a sa place. De l'élection de François Fillon ou de Jean-François Copé dépendra l'avenir de l'UDI. Elle révélera aussi si les sénateurs UMP rebelles n'ont pas tout simplement fait un coup de bluff. Voilà, sur l'avenir de l'UDI et de Jean-Louis Borloo, les questions maintenant de Pierre Roquiquelli de l'agence France-Presse. Bonsoir Pierre. Bonsoir Monsieur Borloo, bonsoir. Bonsoir. Eh ben, je vais rebondir directement sur le reportage tel qu'on vient de l'entendre. Certains de vos amis, dont par exemple Maurice Leroy, disent qu'une victoire de Jean-François Copé, de l'UMP, ouvrira un boulevard à l'UDI. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut avoir une conséquence. Enfin, ça change strictement rien. Que ce soit François Fillon ou Jean-François Copé, c'est l'électorat RPR, droitier, classique. Je veux dire, voilà, c'est ça la réalité. Et ça, c'est plutôt un peu plus droitisé que par rapport à l'époque du RPR. Vous ne faites pas de différence du tout entre Ça a un François Fillon. impact sur les parlementaires, on vient de le voir. C'est pas très... Non, mais que c'est un impact sur tel ou tel, d'ailleurs, vous n'en savez rien. Marc-Philippe Daubresse c'est proche de Copé, donc tout ça, c'est beaucoup plus lié à des amitiés personnelles que je respecte d'ailleurs, que des problèmes petits. La réalité, c'est que l'UDI ne dépend pas de l'UMP. La réalité, c'est que la survie de l'UMP va dépendre de l'UDI. Voilà, c'est plutôt ça, ce qui va se passer. Mais pourquoi l'UDI, c'est l'UDF du XXIe siècle. Voilà. L'UDF s'est imposée très très vite, en un an ou deux, comme la première force politique de ce pays. Elle était la première force territoriale. Nous allons naturellement, parce que les Français, il y a une grande partie des Français qu'on a plein le dos, qu'on se replie sur soi, qu'on ait peur de l'autre, qu'on ait peur de l'Europe, qu'on ait peur de l'allemand, qu'on ait peur de l'arabe, qu'on ait peur du noir, donc qu'on ait peur du voisin. Voilà. Que ça soit le voisin outre-Rhin ou le voisin outre-Seine, voilà. Et il y a une partie de la France qui préfère se préparer aux grands espaces, que ses enfants voyagent, que les études soient passionnantes, qu'il y ait de l'alternance, qu'on vise haut et qu'on soit généreux à la maison. Voilà. Elle existe cette France-là, moi je vous dis, c'est la France en marche, c'est la France qui marche. Tous les autres... C'est la France anti-UMP. Non, c'est la France tout court, c'est la France sociale, libérale, européenne, ouverte. Voilà, nous on a accord de doctrine, on est les seuls, soyons totalement européens, ce qui ne veut pas dire qu'on ne veuille pas changer des choses dans le Conseil européen, mais pour plus d'intégration au contraire. Enfin, voilà, on a un accord de doctrine qui est parfaitement clair, et nous sommes une force qui a vocation à être la première de France. Ça va se faire assez naturellement. Les parlementaires, ils ont été élus dans une autre période. Je veux dire, on n'existait pas, et on va pas passer notre temps à débaucher. Ceux qui veulent viennent. Ils sont évidemment les bienvenus, mais c'est pas du tout le propos, c'est pas le sujet. Nous, nos prochaines échéances, c'est européenne, municipale. Mais justement, dans les valeurs présidentielle, on en parlera aussi. On va en parler, oui. Mais c'est après, hein. Oui, après, mais on dans les aussi. valeurs de l'UDI telles que vous les avez écrites, il y a le respect de l'autre, il y a la tolérance, le dialogue. Est-ce que vous n'êtes pas gêné quand vous
entendez Jean-François Copé justement parler de racisme anti-blanc, raconter son histoire de pain au chocolat, ça vous met pas mal à l'aise? Mais il y a des tas de choses qui me mettent mal à l'aise à gauche. Vous savez, le problème des coalitions, c'est que vous ne faites pas une coalition avec des gens qui vous ressemblent. Voilà. Hein, c'est le problème des coalitions, c'est une compétition coalition, et vous essayez d'imposer vos valeurs. Je ne pense pas qu'avoir insulté la famille Peugeot, ça soit très bien. D'expliquer aux Français que la France, c'est pas fait pour ceux qui entreprennent, c'est pas très bien. Je trouve qu'il y a une ambiance en ce moment dans ce pays imposée par l'extrême gauche sur le PS qui a une vraie lâcheté. Je trouve pas ça bien. Être dans un programme budgétaire, on commence par taper les ouvriers français parce qu'on n'aime tellement pas les entreprises que les heures supplémentaires, eh ben on va les ramasser. Qui paye? Les 9 millions d'ouvriers du public et du privé. Voilà, je trouve pas ça bien du tout. Alors ça. quand même, une question, les alliances, elles sont forcément à droite pour vous? Mais parce que les alliances de la gauche, elles sont forcément à l'extrême gauche. Voilà. Ah, donc d'accord. De Ce côté-là, c'est verrouillé. Jusqu'à nouvel ordre, vous avez vu comment ça se passe. Bon voilà, là, le PS français a choisi son extrême gauche. Que ça soit l'extrême gauche déguisée en vert ou habillée en vert, ou l'extrême gauche habillée à PC à une époque, puis front de gauche aujourd'hui, puis demain je sais pas quoi, c'est son choix, voilà. À partir de ce moment-là, pas d'alliance à gauche. Il n'y a pas d'alliance avec l'extrême gauche, donc par capillarité, les choses sont assez simples. Voilà. Vous fixez une limite, vous dites si jamais il y a des accords verra, locaux avec l'extrême droite, entre l'UMP et l'extrême droite, alors là, on n'ira pas avec eux. Nous, on n'a pas d'accord avec l'extrême droite, on n'a pas d'accord avec l'extrême gauche. Au moins, la position, elle est de clarté. Mais on verra. Je n'imagine pas que l'UMP ait des accords avec le Front. Voilà, je ne le pense pas. Localement, au municipal, c'est mais on verra bien. Je veux dire, là, je ne vais pas commencer à faire de la science-fiction. Moi, vous savez, il y a une famille politique qui est dominante dans ce pays. C'est les gens qui ont envie du dynamisme, qui aiment ce pays, qui le considèrent ouvert sur le monde, qui considèrent que l'intégration, elle marche plutôt bien, que quelle que soit ta couleur, ta religion. Non, mais je veux dire, t'es le bienvenu. Bon. D'accord. Mais dites-moi quand même, elle doit être représentée, elle sera dominante. Voilà. Est-ce que vous estimez que le discours tenu par Jean-François Copé, qui s'en défend... C'est la dernière fois, il était là la semaine dernière. Mais je m'en fous, pas moi. Il était là la semaine dernière. Pour parler de l'UDI. Il se défend d'envisager tout accord avec le Front National. Néanmoins, ma question pour vous, Jean-Louis Borloo, c'est est-ce que le discours de Jean-François Copé est le prélude à des accords entre l'UMP et le Front National? Il a répondu non, mais vous, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense plutôt que non. Vous pensez que non, d'accord. Non, mais il s'est tapé une primaire dans sa vie, il a été battu aux législatives à cause du Front. D'accord. Bon, très bien. Voilà, parlons de l'UDI alors, parce que bon... mais non, mais simplement, c'est une vieille règle, hein, chez Pernod, on parlait pas de Ricard. Bon, voilà, donc vous me passez le temps. Bon, allez-y. L'UDI, dimanche, vous allez réunir l'ensemble de vos amis à la Mutualité pour une assemblée constituante. Vous en êtes où? Il y a des chiffres qui circulent, on parle de 25, 30 000 adhérents, plusieurs milliers d'élus. C'est vrai ces chiffres? Vous en êtes où? Vous savez, comme on a essayé de faire 100% Internet, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de papier chez nous, donc tout est d'accès direct, c'est assez simple. Je peux vous dire que dimanche après-midi, après l'émission sur une télé, là, chez Delahousse, on avait une inscription toutes les 10 secondes, pendant 5 heures de suite. Bon. Donc voilà, je suis incapable de vous dire on dansera dimanche. Mais on espère que vous aurez autant de succès avec nous. C'est des chiffres de cet ordre-là que vous pouvez... Probablement, mais franchement, si c'était ça, ce ne serait pas un exploit. Hein. Non mais je veux dire, il faut se rendre compte que nous sommes l'UDF du XXIe siècle. Donc c'était la première formation à l'époque. Sauf qu'il y a le développement durable qui n'existait pas, enfin qui n'était pas une préoccupation politique majeure. Donc il y a des différences. Mais sur cet espace progressiste, c'était la formation du droit des femmes, de l'IVG, du droit de vote à 18 ans. Enfin, je veux dire, c'était... Voilà, bon, nous sommes ça. Pour le XXIe siècle, il est encore long. Vous donnez quel délai pour être vraiment la force politique numéro 1 aux européennes, on sera en tête. Aux européennes. C'est l'objectif, oui, c'est l'objectif. Oui, je serais très déçu, oui. Vous avez fixé quand même la barre très haut. Vous dites que vous voulez être le premier parti de France. Mais parce que je pense que la France, elle a besoin de ça. C'est-à-dire, si nous, on ne réussit pas, qu'est-ce qui va se passer, monsieur? Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une espèce de truc là très très à droite. Je ne sais pas d'ailleurs si le Front ne sera pas devant. Sur cet espace-là, ils vont se diviser. Puis juste un PS qui aura toujours l'extrême gauche. Et puis non, nous sommes indispensables au pays. C'est pour ça que je me battrai, moi, pour que cette formation existe. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez réussir là où depuis 30 ans, c'est plutôt un échec? C'est pire que ça. Non, c'était la première force, elle s'est autodétruite. Oui. Mais ça, c'est pas que c'est un échec, c'est que c'est la plus grande destruction de force politique, probablement de l'histoire, en tous les cas, de l'histoire contemporaine de notre pays. Toutes les tentatives de rassemblement ont échoué. Mais non, il n'y a pas eu de tentative, il y a eu que des tentatives de division qui est totalement réussie. Je vous remercie. Et avec
avec une... L'ARES, c'était une tentative de Non, rassemblement. l'ARES, c'est la préfiguration de ce que c'est aujourd'hui, ni plus ni moins. Bon. Et je vous ai toujours dit que, contrairement à toutes les idées reçues, c'est pas une présidentielle qu'on bâtit une famille politique, c'est même plutôt sa mort à peu près garantie. C'est après les législatives. Je vous l'ai écrit. J'ai envoyé une dépêche à AFP, le 2 octobre à 20h01. Je vous ai, c'est quand même, ou 20h02. Je vous ai donné rendez-vous aux législatives. Je vous ai dit qu'il y aurait un groupe aux législatives et qu'on rebâtirait cette famille. Et on va d'ailleurs très au-delà de cette famille et j'en suis ravi. Et donc, voilà. on a envie de vous parler maintenant de, vous savez de qui, après Copé, peut-être Alors, Bayrou. de Péco. Oui, alors vous avez vu... Oh, là, Péco. Vous avez vu récemment un sondage IFOP qui, pour les Français, Bayrou reste Oui, l'homme mais qui le représente le centre. Est-ce qu'on peut faire un sûr. rassemblement sans lui? Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Des milliers, non mais des milliers de merdes, conseillers régionaux, des Français qui s'engagent, et vous me dites c'est un type parce que vous le connaissez vous, parce que ça fait 10 ans, ça fait 10 ans qu'il vous explique, qu'il vous dira après l'élection avec qui il va travailler, et que vous avez trouvé ça formidable. Moi je constate que c'était une destruction de famille, c'est tout. Bon, bah, en plus c'est un ami, donc j'ai pas de problème personnel du tout. Simplement. Et vous ceux tendez qui la main, sont là, vous ne la prenez pas. mais qui viennent. Non, mais attendez. La C'est politique, c'est dire avec qui on va travailler, sur quel projet, sur quel programme. L'idée que je vous dirai après, c'est pas une idée pertinente. La preuve, ça a été une destruction. Voilà. Quand il vous dit on peut travailler ensemble sans se renier. Vous voulez pas oui, mais sur les européennes, par exemple. Non, mais attendez, on peut faire des choses ensemble. Donc la porte n'est pas fermée. Mais ça veut dire quoi, la porte est Je sais pas, fermée? je pose la question. Est-ce que c'est complètement bloqué ou est-ce qu'il y a des ouvertures possibles? Et vous arrêtez de travailler avec Reuters. Bon, c'est pas. Non, à ce point-là. Mais oui. Vous bon. savez que, bien non, mais sûr... c'est pas un problème personnel, on peut aller bourrer. Simplement, nous, on sait que dans les grands pays, que vous défendez vos idées, il vous faut une coalition. Voilà. Vous ne pouvez pas dire aux gens, ma coalition, je t'en parlerai après. Voilà. Donc c'est une différence fondamentale et assumée. Chaque position est respectable, la nôtre l'est. Il y a une différence entre vous et François Bayrou, c'est lui semble toujours très attaché à son destin présidentiel. Hein, il vous a même proposé une primaire, tiens, pour 2017. C'est une idée, ça. Vous savez, la présidentielle, mon pauvre monsieur, d'ici 2017, il s'en sera passé tellement de choses. Peut-être même que c'est M6 qui fera les sélections régionales. Bon, non, mais je plaisante, mais il va se passer tellement de choses, tellement de bouleversements. Croyez pas qu'on peut un peu s'occuper des provisions pour le pays, pour l'éduc, pour le chômage, un plan de cohésion sociale. Je veux dire, ne croyez pas que c'est autrement plus important? Quelle Europe on veut? Est-ce qu'on veut, nous, un gouvernement économique réel? Madame Merkel a parlé à la France. Ça fait un mois, on lui a toujours pas répondu. Moi, je lui fais une lettre après-demain. Puisque le gouvernement ne répond pas aux propositions de la chancelière sur l'Europe, je vais lui répondre comme je l'avais fait en août 2011. Mais sur le fond, est-ce que vous pensez que la vocation d'un parti, c'est obligatoirement d'avoir un candidat à la présidentielle ou pas? C'est un élément, voilà. À une époque, c'est pas obligatoire. Le RPR en avait bien deux. Attendez, et l'UF, on n'avait pas. Non, mais qu'est-ce que c'est pas du tout le sujet. Une force peut tout au plus la présidentielle est la fin d'un processus qui a commencé par les cantons, par les communes, par les départements, par les régions, voilà. Mais c'est pas un truc, un festival de Cannes en apesanteur. J'ai une question seul. Enfin, sur la droite, comme vous dites. Mais il fallait m'inviter à une émission. Vous savez, aujourd'hui, la droite forte, là, qui est incarnée par des jeunes pousses de l'UMP, veut interdire carrément le droit de grève aux enseignants. C'est une émanation de l'UMP. Vous n'allez pas me demander de commenter tout ce que... mais de réagir, Ah, mais il fallait me dire que vous m'invitiez à une réunion sur la droite française et ses propositions. Mais non, ça j'ai envie de vous demander quand même si... Je veux bien vous parler de ce que fait le gouvernement de la France. Vous l'avez fait tout à l'heure et vous étiez... Avec ce qu'il devrait faire, qu'est-ce qu'une opposition constructive, j'ai envie de vous demander quand même comment on prépare les européennes, voilà. Vous allez en parler longuement dimanche et d'ailleurs ce sera à suivre sur les chaînes parlementaires tout au long de la matinée pour votre assemblée constitutive de l'UDI. C'est notre premier, oui. Est-ce que Nicolas Sarkozy observe vos efforts avec bienveillance? Mais vous lui demanderez. Qu'est-ce qu'il vous a dit, lui? Mais vous lui demanderez. Ce qu'il vous a dit? Vous lui demanderez. Vous savez, en 9 ans de gouvernement, je n'ai jamais donné une info, ni d'un conseil des ministres, ni conversation privée, ni d'une conversation entre ministres, ni une conversation avec le Premier ministre ou le Président. Jamais. Je ne vais pas commencer maintenant que je ne suis plus au gouvernement. Pierre, qu'est-ce que vous répondez à quelques sceptiques de votre camp? Il y en a qui se disent, est-ce que Jean-Louis Borloo ira jusqu'au bout? Est-ce qu'il ne va pas nous lâcher à un moment donné en race campagne, se référant au fait que vous n'avez pas été au bout de la présidentielle? Qui avait raison sur la présidentielle? Qui avait raison? Non mais attendez, qui avait raison? Répondez à ma question. Non, mais attendez, mais vous pouvez pas... Attendez. Pas refaire non plus d'histoire. Monsieur, mais vous êtes gentil, vous n'échapperez pas
à l'acte de contrition de la profession qui considère que la campagne c'est un festival de Cannes, qu'un type qui n'a pas de problème de signature et fait 10% doit évidemment y aller, sans aucune réflexion politique, pour embarquer des gens en sachant que ça ne permet pas de gagner, ça n'a pas d'importance, tout ça. Bon, que ça détruit une famille politique, ça n'a... Mais nous, les journalistes politiques, ça nous fait marrer. Alors quand il y a un type qui décide, je ne vais pas faire le spectacle, ça c'est pas bien. Qu'est-ce que t'as? Il y a vos amis, vous avez déçu vos amis. Vous êtes ça, t'as une petite dépression, c'est ta femme qui n'a pas voulu. Non mais attends, vous êtes quand même barjot. Bon, vous avez un an après la preuve que l'analyse politique était juste, que ceux qui sont allés se sont tous plantés, ont détruit leur famille. Heureusement que certains avaient mis des bretelles avant avec des accords politiques. Pas de regret. Mais non, mais je prends aucun engagement. Et puis alors je vais vous dire, mais je vais aller où? J'ai dit une chose, monsieur. Je me suis occupé de Valenciennes, je l'ai fait à fond. Quand j'ai fait ministre, j'ai fait ministre à fond. Quand j'ai fait avocat, j'ai fait avocat à fond. Quand j'ai fait industriel, j'ai fait industriel à fond. Quand je fais l'UDI, je ferai l'UDI à fond. Voilà, c'est dit. Alors, vous avez déçu 2 personnes en ne vous présentant pas à la présidentielle. Alors, à part Ramayad, c'était qui le deuxième? Je sais plus. Ah, très bien. Ça doit être son mari. Merci, Pierre Rocky-Kelly. Perrine Tarnaud de Public Sénat va nous rejoindre. Ça va être pire. Voilà, ça va être pire. Attendez-vous. Au pire, juste avant, et ça va être encore pire maintenant avec cette enquête de Jérôme Rabier sur vos autres centres d'intérêt, Jean-Louis Borloo, qui nous ramène à certaines activités passées, car la politique, pour vous, n'est pas tout quand même. C'est sur les bancs du lycée Janson de Sailly, où il côtoie notamment Vincent Bolloré, que Jean-Louis Borloo construit son premier clan, son premier réseau. Et très vite, son style détonne. Pas du tout le typique premier de classe, mais un type doué d'une facilité assez incroyable. C'était déjà le type qui démarrait plus vite que les autres et qui est arrivé là où on ne l'attendait pas. C'est en montant un cabinet d'avocats en 77 qu'il fait fortune. Sa spécialité, les faillites et restructurations d'entreprises. Le 4 Brunel, à 2 pas de la place de l'Étoile, devient le lieu à fréquenter pour les investisseurs. Bernard Tapie, bien sûr, mais aussi Michel Cuencas ou Vincent Bolloré qu'il retrouve. Son réseau d'affaires est né. Les réseaux, on se les a constitués. On a trouvé les chefs d'entreprise, dont Bernard était l'emblème, qui ont été mis en valeur. Et on s'est dit, alors, c'est les années fric, alors Bernard est un bateau, un avion, un truc, bon, ok. Et nous, là-dedans, les avocats d'affaires, on a pris un peu de ces poussières qui retombaient en disant les Golden Boys, enfin, on était les Golden Boys de l'époque. Jean-Louis Borloo, qui prend des petites participations dans ses entreprises, est alors classé par le magazine Forbes dans le top 5 des avocats d'affaires les mieux payés au monde. Plus habitué aux soirées parisiennes ou tropéziennes qu'à Valenciennes, mais une rencontre change tout. Alors qu'il écume les tribunaux de commerce pour ses affaires, on lui parle du club de foot de Valenciennes en liquidation. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, j'ai déposé le bilan du club, j'en ai monté un nouveau. Et je lui ai dit, mais tu as trouvé des gens pour le faire? Il m'a dit, non, pas encore. Donc j'ai pris la présidence et puis on verra bien. Mais on ne pouvait pas laisser tomber ce truc-là. Le foot pour commencer, puis nouveau tournant quand la ville menace de couper les subventions du club. Je lui ai dit, mais ça, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, mais je sais pas. Et puis il m'a regardé en souriant, il m'a dit, on va leur piquer la mairie. Et il l'a fait. Il aurait très bien pu continuer à être avocat. Hein. Et d'ailleurs, la ville qu'il a reprise était d'abord une entreprise en difficulté. Hein. Sa nouvelle vie consacrée à la politique est lancée, même si ses relations privilégiées avec le monde des affaires ne sont jamais loin. Dernière occasion en janvier quand son ami, celui qu'il appelle son frère, Henri Proglio, PDG d'EDF, tente de l'imposer à la tête de Veolia Environnement. Mais le timing en pleine campagne présidentielle les fait reculer, sans doute sa dernière opportunité de revenir dans les affaires à 61 ans. Je ne suis pas sûr que gagner de l'argent, même si ça peut être l'indépendance, soit un truc qui le passionne. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il est en train de faire maintenant, ça le passionne. Et quand il est passionné, il n'est jamais aussi bon qu'à ce moment-là. C'est vrai que vous êtes passionné depuis le début de cette émission pour votre nouveau projet politique. Jean-Louis Borloo et Perrine Tarnaud nous a rejoint. Bonsoir Perrine. Bonsoir, oui, on ne va pas revenir sur votre passion de l'UDI, on en a largement discuté tout à l'heure, on a compris. Moi j'ai discuté aujourd'hui avec Pierre Charon qui lui dit que vous êtes chaud comme la braise pour venir à Paris et prendre la mairie de Paris. Pierre Charon, sénateur UMP. De Paris. Et la question? Vous confirmez les propos de Pierre Charon? Je suis chaud comme la braise en ce moment, ça je vous rassure. Ça, on avait vu. Ça, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous brûlez de vous présenter à Paris? Je vais vous expliquer. Mais ça va être comme pour la présidentielle. Il va falloir que vous mettiez dans la tête que la politique, c'est pas du spectacle. Non, mais ça n'est pas du spectacle. Attendez, laissez-moi terminer. L'UDI, c'est ce qui va sauver notre pays.
Non mais je suis très sérieux. Je pense que cette France généreuse et ouverte, elle existe, elle est indispensable. Voilà, Sinon, ça va mal se terminer. Et donc, dans tout ça, j'ai une responsabilité. Voilà. J'ai dit, ok les gars, je m'en occupe. C'était ici, là, vous avez les sénateurs, là, au mois de juillet. Mais genre, oui, donc chaque chose en son temps, c'est ce que vous voulez nous dire. Non, et alors il y aura les municipales à Toulouse, à Caen, à Angers, à Paris. Et on bâtira des listes. Mais est-ce que moi, j'ai la capacité... Attendez, mais je veux dire simplement. Et une fois de plus, pour une fois, vous n'allez pas commenter ce que je dis, mais relayer ce que je dis. Ou alors, il faut changer de métier. Je ne sais pas si je peux distraire suffisamment de temps de l'UDI pour ça. J'en aurai une intuition, une conviction dans 2 mois, 3 mois. Voilà, parce que l'UDI, c'est très important. Il ne s'agit pas de l'aventure d'un homme à Paris. Il s'agit d'un mouvement politique globale. Je pense effectivement que Paris, honnêtement, est resté sur son périphérique. Voilà, qu'il faut une communauté urbaine. Je crois que, bon, c'était Sleeping Beauty, bon, c'était pas mal, la plage, les trucs, tout ça, mais enfin, bon, on peut franchement faire mieux. Mais l'UDI est prioritaire pour moi. Voilà. Est-ce qu'à Paris, il y a une opportunité pour la droite et pour le centre, avec le retrait de Bertrand Delanoë? Mais c'est pas le retrait des uns ou des autres. La question, c'est... Mais non. Non, là où vous avez raison, c'est qu'il y a des biorhythmes. Bon, dans une ville, il y a des biorhythmes, c'est 2-3 mandats. Voilà, il y a un cycle. Ouais. En plus, c'est un peu charmant, quoi, au début, les plages, les nuits blanches, tout ça. Bon. Il n'a rien fait d'autre, Bertrand Delanoë? Non, j'ai pas dit ça. Je ne veux pas entrer dans cette polémique. Mais c'est pas mon propos. Mais aujourd'hui, l'UDI est prioritaire. Paris, c'est un des objectifs clairs que nous avons. Comme tout le Grand Ouest, comme tout le Sud-Ouest. Voilà. Ouais, c'est clair parce que c'est pas l'UMP qui va pouvoir gagner. Quand on aura terminé nos travaux, c'est-à-dire dans 2 mois, je vous dirai quels sont les villes. Par exemple, cet après-midi, je me suis occupé beaucoup de Rouen. Bon. Sur Rouen, nous aurons une équipe que je crois formidable, je pense emmenée par une femme de très grande qualité, et puis je pense qu'on va gagner Rouen. Voilà. Bon, mais j'aurai l'occasion de nous en reparler. Très bien. Il y a d'autres personnalités de droite qui ont aussi des ambitions à Paris, François Fillon. Je n'ai pas le sentiment, je crois qu'il avait dit ça pour venir dans le 7e. Bon, et puis maintenant qu'il est dans le 7e, je ne sais pas ce qu'il décidera. Vous avez l'impression qu'il a déjà abandonné la mairie de Paris? Vous l'inviterez. On l'a invité. Voilà, on l'attend. Mais en tout cas, les élus UMP semblent nombreux à Paris à vouloir se ranger derrière vous. Est-ce que ça veut dire qu'ils se cherchent un leader? Ça veut simplement dire que l'UDI est très important dans le pays. Parce que ce que vous dites est vrai dans la moitié du territoire, ou les 2 tiers du territoire national. À peu près partout, on a besoin que ce soit l'UDI qui tire les listes. Voilà. Ou qui renouvelle dans une compétition éventuelle avec l'UMP. Les européennes, tout le monde a bien compris qui serait en tête aux européennes, c'est évidemment nous. Bon. L'exemple de Paris, il est l'illustration que le bocal des commentaires, t'as combien de parlementaires, n'a pas de sens. Qu'en réalité, la force qui est à la fois moderne, européenne, écologiste, fraternelle, qui consacre la diversité des races et des cultures est une richesse dans ce pays. C'est vous qui mènerez les listes européennes? C'est la force qui va. Eh bien, vous voyez, il y a tellement de choses à faire, tellement, que ça mérite qu'on s'y consacre à fond. L'assassinat aujourd'hui en Corse d'un avocat, Antoine Solacaro, c'est une première en Corse depuis plus de 20 ans. Vous le connaissiez? Oui, je le connais. Je le connaissais, devrais-je dire. Au-delà du problème personnel qui me fait beaucoup de peine, faut bien se rendre compte de ce que veut dire la mort d'un avocat. Si c'est parce qu'il est avocat. 2 hommes à moto. Le port de la robe, madame, c'est une armure. C'est une armure qui permet à un homme de ne plus exister pour n'être plus que la défense des autres. Vous vous effacez derrière votre robe. Vous n'existez pas. Vous n'avez pas de costume, vous n'avez pas de chaussures, vous n'avez rien, vous n'avez pas de cravate. Là, on ne connaît pas les causes du décès. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, si c'est ce que j'ai vaguement entendu, mais je l'ignore, ça, c'est d'une gravité extrême. Voilà. Et je suis très triste pour la Corse. Vous savez que ma maman est une aquavive, c'est un peu mon pays, je suis très triste. Manuel Valls a dit à propos effectivement de la mort de celui qui fut l'avocat de l'assassin du préfet Rignac que c'était une atteinte à l'état de droit. Oui, presque plus que ça, parce qu'il y a des avocats dans des États qui ne sont pas des États de droit.
Et ils doivent être encore plus protégés dans des États qui ne sont pas des États de droit. Donc c'est très très grave. Une question avec notre partenaire Orange et leur application TV Check, c'est une question de Simon. Est-ce que le projet de loi 2013 pénalise les clubs de foot français ? Pas plus que les autres entreprises françaises, quoi. Je veux dire, ça vit essentiellement des droits télé, hein, les foot. Le foot et du mercato. Et puis de la revente des joueurs. Oui, c'est ce que j'appelle le mercato, la revente des joueurs. Donc oui, mais enfin, franchement, c'est pas ça qui m'ennuie le plus, hein, très franchement. Ouais, mais Jean-Michel Aulas, par exemple, a dit que le foot français ne sera plus compétitif, que les meilleurs joueurs allaient partir à l'étranger. Vous n'avez pas vous partagez pas les mêmes craintes. Non, mais si, enfin. Oui, sauf qu'il y a tellement d'autres secteurs. Et en même temps, les footballeurs vous font pas pitié, c'est ce que vous voulez dire ? Non, mais c'est pas ça. C'est que je pense qu'on se débrouillera. Il y a des secteurs d'activité qui me préoccupent, toutes les nouvelles technologies, toute la biotechnique. Le fait de voir, et ça je le vois, je suis navré, c'est pas dans la presse, mais que des groupes mondiaux installés ici, discrètement, parce que ça commencent à organiser le transfert de leurs meilleurs cadres, des services de recherche, des services de marketing, des services financiers, des services logistiques dans d'autres pays, et pas seulement pour des raisons de poids fiscal. Oui, un peu, mais parce que l'ambiance n'est pas bonne. Vous vous rendez pas compte ce qu'est le divorce qui c'est en 4 mois. L'alternance, ça devrait être la joie. Ça devrait être l'euphorie, mais même pour ceux qui n'ont pas voté, pour ceux qui sont là, ben allez, mon vieux. Ah, vous étiez prêt à participer vous-même? Non, mais pas à participer au gouvernement. Non, mais à l'euphorie. Non, mais je veux dire, voilà, il y a un nouveau gouvernement. Bon. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas bien. Dernière question, Une dernière question sur vous pour finir. Jean-Pierre Raffarin dit que vous êtes branché sous courant alternatif. Vous vous reconnaissez dans ce portrait? Je suppose ce que ça veut dire. Puis ça m'étonnerait qu'une phrase, il a aussi dit que j'avais été son ministre le plus pénible quand il défendait notamment la rénovation urbaine, mais le plus loyal et le plus bosseur. Et il a même dit devant les sénateurs un jour ici que ce dont il avait été le plus fier dans sa vie de Premier ministre, c'est d'avoir été le Premier ministre du plan de rénovation urbaine de 40 milliards des banlieues françaises, qui avait changé la vie de 4 millions de personnes. Et il avait ajouté, c'est rare qu'en politique, on ait le temps de voir une telle œuvre se réaliser. Je me souviens que dans les derniers temps du quinquennat de Nicolas Sarkozy, vous aviez été associé au dernier sommet social, avec notamment, avait-on dit... Indirectement, mais Gérard Larcher, lui, des contacts à la CFDT, vous, à la CGT, avait-on dit. Oui, qu'est-ce que vous pensez de la succession de Bernard Thibault, qui a choisi un inconnu, là, monsieur Le Pen? Eh bien, par nature, le centralisme démocratique a sûrement fait le bon choix, par définition. Voilà, et donc, voilà, je souhaite... mais vous savez, les sujets du paritarisme... Et du on parle de la CGT, oui, mais c'est très important. Le paritarisme gère des flux considérables dans notre pays, fait qu'on doit regarder ce sujet syndical et sa faiblesse comme un des grands sujets du XXIe siècle. Merci beaucoup, Jean-Louis Borloo. On dit que vous avez un moteur diesel. Non, vous aviez un moteur de Formule 1 là, ce soir. Hein. Ça vous dope la perspective donc de cette assemblée constituante de l'UDI que nous suivrons en direct sur les chaînes parlementaires dimanche à partir de 10h45. On vous retrouvera à ce moment-là. Merci. Merci à Perrine. Merci. À la semaine prochaine. Le vrai courage, Gilles Leclerc, c'est pas d'augmenter les impôts, tout le monde sait le faire. Nicolas Sarkozy est parti, mais la crise n'est pas partie. La politique économique du gouvernement, je lui donnerai un 0 pointé. Tous les matins à 8h15, Guillaume Durand et Gilles Leclerc reçoivent une personnalité politique dans l'invité politique. Reconstruire sa crédibilité, reconstruire sa popularité. Il ne faut pas préjuger, on peut juger après. En partenariat avec Radio Classique, l'invité politique, tous les matins à 8h15 en direct sur Public Sénat. Chaque année au Sénat, le concours Talents des cités récompense de jeunes créateurs d'entreprises issus des quartiers. Depuis 10 ans, chaque remise de prix est l'occasion de rappeler leur parcours exemplaire et les obstacles qu'ils ont dû surmonter. Je vais réussir, j'ai prouvé que je peux réussir, je vais tellement le dire que tous ceux qui voudront faire comme moi, ils se diront si lui il a pu le faire, nous on pourra le faire. L'objectif c'est de montrer que des salariés de banlieue ont des super compétences et qu'elles sont sérieuses. Le documentaire Talents des cités, que sont-ils devenus, est parti à la rencontre de plusieurs lauréats.
pour que leur aventure puisse en inspirer d'autres et que tous les talents puissent s'exprimer. Talents des cités, que sont-ils devenus? Samedi à 22 h sur Public Sénat. Sa démarche est assurée. Et pourtant, à 28 ans, Clarisse n'a plus l'insouciance des jeunes femmes de son âge. Photographe, elle s'est investie en 2010 dans l'un des syndicats de son entreprise. Très vite, elle accède à des responsabilités importantes. Une ascension fulgurante, mais Clarisse au quotidien subit le comportement déplacé du dirigeant de la section syndicale. Ça commence par des petites flatteries. Tu as un très joli regard, tu as de très beaux yeux. Ça passe ensuite par tu passes pas inaperçu. Quand tu rentres quelque part, on ne peut que se souvenir de toi. Et puis après, ça passe par il va falloir qu'on se téléphone tous les soirs, que je t'ai au téléphone tous les jours pour faire des rapports. Ça passe ensuite par il va falloir qu'on se voit. C'est des SMS à caractère sexuel avec des chiches à la fin. Et puis ça a été, quand on est parti en congrès syndical, ça a été un tapage de porte à 23h30 avec en peignoir et plutôt pas habillé dessous, avec je m'allonge sur le lit à côté et je te demande de coucher avec moi. Acculée, Clarisse se décide à en parler à sa hiérarchie et à son entourage, mais le mal est fait. Et maintenant, je suis incapable de me retrouver devant un homme sans me dire est-ce que j'ai une attitude qui provoque ou pas. Je me demande est-ce que je dois me maquiller, est-ce que je dois me coiffer, ou est-ce que je peux mettre des talons, est-ce que mon pantalon est pas trop serré. J'ose même pas sourire à quelqu'un, ou alors dès qu'on rentre dans un sourire, j'essaye de casser ça tout de suite parce que je me dis je veux plus qu'il m'arrive ça. Ça, le harcèlement sexuel, un délit jusqu'ici reconnu et sanctionné dans le code pénal, mais le 4 mai dernier, le Conseil constitutionnel abroge purement et simplement la loi sur le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel rayé du code pénal. Le texte est jugé trop flou. Les associations et les féministes dénoncent un vide juridique. C'est un coup de tonnerre et c'est la conséquence d'une nouvelle QPC comme question prioritaire de constitutionnalité. Les féministes parlent d'une catastrophe car toutes les procédures en cours sont de fait annulées. Conséquence de la censure, en effet, des centaines de procédures sont classées en raison d'un obstacle juridique. Le harceleur de Clarisse, comme beaucoup d'autres, ne pourra jamais être poursuivi. Le harcèlement sexuel en France devient par défaut non sanctionné. Et moi, du monde politique, tollé du côté des associations. Une loi pour les victimes. Il y a urgence. Pour combler le vide juridique, il faut rédiger une nouvelle loi. En pleine campagne législative, les députés ne siègent plus, le Sénat s'empare du sujet. En quelques jours, un groupe de travail commun à la Commission des lois, des affaires sociales et à la délégation aux droits des femmes est constitué le 23 mai 2012. Au travers de la vingtaine de sénateurs qui y participent, tous les groupes politiques sont représentés. Le Conseil constitutionnel a considéré que la formulation actuelle n'était pas assez précise. C'est-à-dire que le harcèlement sexuel n'est pas défini. Donc il nous semble qu'il faut trouver, il nous apparaît à l'évidence que pour répondre à ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, qui s'impose à nous, comme au pouvoir exécutif d'ailleurs, il est nécessaire d'arriver à une formulation plus claire. Il faut essayer d'harmoniser les définitions européennes et de les faire coïncider avec le droit français. Plusieurs lois sont intervenues qui en quelque sorte ont un peu détricoté la législation, ce qui fait qu'aujourd'hui nous arrivons à une abrogation. Pour les sénateurs, il va falloir rédiger la qualification du délit. Où commence et où finit le harcèlement sexuel ? Ce n'est pas simple de définir le moment où il ne s'agit pas d'une séduction légitime et le moment où c'est un harcèlement contraire au gré, à la volonté de la personne qui est harcelée. Question de sémantique, chaque mot doit être pensé, repensé, analysé. François Molin,
qui est procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Et pour alimenter leurs réflexions, les sénateurs rencontrent magistrats, avocats et associations. Non, ça avance. Je trouve que franchement, on a progressé ce matin. On a sur le travail, c'est en bien. évidence des éléments qu'on n'avait pas vus encore. Ça précise un certain nombre de choses. Projet de loi qui va nous tomber sur la tête. Madame Taubira. Le gouvernement prend de court les parlementaires et annonce un projet de loi porté par la garde des Sceaux et la ministre à l'égalité.